Bonjour à toutes et à tous. On va commencer par une question qui a l'air toute simple. Migrants, réfugiés, est-ce que c'est la même chose? On entend ces mots partout, tout le temps, souvent l'un pour l'autre, mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Vous allez voir que derrière cette question se cachent des réalités humaines et surtout juridiques qui sont radicalement différentes. Et bien comprendre cette distinction, c'est vraiment la première étape pour pouvoir analyser l'un des plus grands phénomènes de notre monde actuel. Le thème de notre séance aujourd'hui, ce sont donc les migrations internationales, un phénomène qui est au cœur d'une énorme contradiction de notre monde globalisé. Pensez-y une seconde. On n'a jamais autant facilité la circulation des infos, des marchandises, de l'argent, et pourtant pour les êtres humains, le monde se couvre de murs, de barrières, de frontières toujours plus difficiles à franchir. C'est ce paradoxe qu'on va essayer de comprendre ensemble. Voilà donc la problématique qui va nous servir de fil rouge. En quoi les migrations internationales sont-elles un révélateur, une sorte de miroir des transformations et des tensions du monde d'aujourd'hui? Le but, ce n'est pas juste de décrire des gens qui se déplacent, c'est de comprendre ce que ça nous dit sur nos inégalités, nos conflits et même nos défis écologiques. C'est un sujet qui est au cœur du programme de géographie de seconde. Pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du phénomène, partons d'un chiffre. 258 millions. C'est le nombre de migrants internationaux que l'ONU a compté en 2017. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu plus que toute la population du Brésil. C'est énorme. Mais, et ça c'est un réflexe essentiel en géographie, il faut tout de suite nuancer ce chiffre. Ça ne représente que 3,5% de la population mondiale. Donc, contrairement à une idée qu'on entend souvent, l'immense majorité de l'humanité, elle ne migre pas. Notre première partie va donc s'intéresser à ça, les racines du départ. Qu'est-ce qui peut bien pousser une personne à tout quitter? Sa maison, sa famille, sa culture? C'est vraiment la question fondamentale pour commencer. Pourquoi est-ce qu'on part? On va donc analyser les facteurs qui sont à l'origine de ces mobilités. Bon, commençons par la base de la base, la définition. Un migrant international, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une personne qui quitte son pays de naissance pour aller s'installer et vivre dans un autre pays. Le mot en lui-même est neutre et décrit juste une situation. Un cadre français qui part s'installer à New York, c'est un migrant, exactement au même titre qu'un ouvrier agricole malien qui vient travailler en Espagne. Et nous voilà à la distinction vraiment cruciale. Tout réfugié est un migrant, oui, mais l'inverse n'est pas vrai. Le mot réfugié, ce n'est pas juste un mot. C'est un statut juridique bien précis qui a été défini par la Convention de Genève en 1951. Ce statut protège une personne qui fuit des persécutions ou des menaces graves qui pèsent sur sa vie. La différence fondamentale, elle est là, c'est la contrainte. On ne choisit pas de devenir un réfugié, on y est forcé. Et voilà qu'une nouvelle catégorie vient encore compliquer les choses, le réfugié climatique. C'est une personne qui est forcée de fuir non pas la guerre, mais la montée des eaux, la sécheresse qui rend ces terrains cultivables ou des catastrophes naturelles de plus en plus violentes. Ces personnes, elles sont bien contraintes de partir, mais le droit international actuel qui a été pensé après la Seconde Guerre mondiale, il ne les reconnaît pas. C'est un énorme vide juridique qui pourrait concerner des centaines de millions de personnes dans les années à venir. On peut donc résumer ces raisons de départ en 3 grandes catégories. D'abord, les raisons socio-économiques, qui sont les plus nombreuses. On part chercher un avenir meilleur, un travail, de meilleures conditions de vie. Ensuite, les raisons géopolitiques. On fuit la guerre, l'oppression, comme en Syrie ou en Afghanistan. Et enfin, de plus en plus importantes, les raisons environnementales dont on vient juste de parler. Cette phrase, elle est du démographe Alfred Sauvy, et je la trouve excellente parce qu'elle résume parfaitement la logique économique qui explique une grande partie des migrations. Elle montre très bien comment les inégalités de développement dans le monde sont un moteur extrêmement puissant de ces déplacements de population. Ok, maintenant qu'on a analysé les causes du départ, notre deuxième partie va s'intéresser aux trajectoires. Quels sont les itinéraires que les migrants empruntent? On va voir que ces routes migratoires sont de plus en plus complexes et surtout de plus en plus dangereuses. Alors, ce graphique, il est absolument essentiel, parce qu'il déconstruit une idée qu'on a tous un peu en tête. L'image classique, c'est celle de la migration qui va des pays pauvres du sud vers les pays riches du nord. Et bien sûr, ce flux sud-nord existe, il est très médiatisé. Mais regardez bien les chiffres, il n'est pas majoritaire. Le flux le plus important, c'est le flux sud-sud. Ce sont des migrations entre pays voisins, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, loin, très loin des caméras. Faisons maintenant un zoom sur un espace qui est devenu tristement emblématique de ces routes migratoires, la mer Méditerranée. C'est une interface majeure, un carrefour de civilisation depuis des millénaires, mais c'est aussi aujourd'hui l'une des frontières les plus surveillées et malheureusement les plus mortelles du monde. Derrière les statistiques froides, il y a des histoires, des drames humains. Ce témoignage de Kouamé, qui a survécu à la traversée, il met des mots sur l'horreur. Il nous parle de l'entassement, du business des passeurs, de la peur et de la mort, qui est là, partout, tout le temps. Et ce chiffre-là, il est sans appel, 65%. Ça veut dire que près de 2 migrants sur 3 qui meurent dans le monde pendant leur voyage meurent ici, en Méditerranée.
Cette mer, qui a été le berceau de tant de civilisations, est devenue le plus grand cimetière à ciel ouvert de la planète. Après avoir vu les causes et les routes, on va aborder dans notre troisième partie les conséquences de ces migrations. Quels sont les effets sur les territoires, aussi bien dans les pays de départ que dans les pays d'arrivée? Commençons par un impact majeur pour les pays de départ. 460 milliards de dollars. C'est le montant des remises, c'est-à-dire l'argent que les migrants envoient à leurs familles restées au pays. Cette somme, elle est absolument colossale. Elle est souvent bien plus importante que toute l'aide internationale que reçoivent ces pays. C'est une ressource financière qui fait vivre des millions et des millions de familles. Mais pour les pays de départ, il y a un coût. Et il est souvent immense. C'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Imaginez un pays qui a investi dans la formation d'un médecin, d'un ingénieur, et qui voit cette personne qualifiée partir à l'étranger. C'est une perte sèche de capital humain, qui vient freiner considérablement le développement du pays. Dans les pays d'accueil, maintenant, la situation est tout aussi complexe, ambivalente. D'un côté, l'immigration apporte des bénéfices très clairs. Elle comble des manques de main-d'œuvre, elle rajeunit une population vieillissante et les immigrés payent des impôts, participent à l'économie. De l'autre côté, elle peut aussi créer des tensions, surtout en période de crise économique, et parfois alimenter la xénophobie et le rejet. Et justement, sur le point économique, la recherche scientifique vient souvent contredire les peurs les plus répandues. Comme le montre cette étude du CNRS, loin d'être un poids pour l'économie, une immigration bien gérée et bien intégrée peut au contraire stimuler la croissance et même faire baisser le chômage. Allez, on termine cette analyse avec une partie un peu prospective, parce qu'il y a un nouveau facteur qui est en train de complètement redessiner la carte mondiale des migrations, le changement climatique. Accrochez-vous bien à ce chiffre, 140 millions. C'est l'estimation de la Banque mondiale pour le nombre de déplacés climatiques à l'intérieur de leur propre pays d'ici 2050. Et beaucoup d'experts pensent que c'est une estimation plutôt basse. On ne parle plus de quelques milliers de personnes, on parle de centaines de millions. C'est un défi d'une ampleur totalement inédite dans toute l'histoire de l'humanité. Alors pour revenir à notre problématique de départ, qu'est-ce que tout ça nous révèle ? Eh bien, les migrations sont le miroir parfait de notre monde. Un monde hyper connecté, où l'info et les marchandises circulent librement, mais pas les êtres humains. Un monde qui fait face à des problèmes globaux, comme le climat, mais qui y répond souvent par le repli sur soi et la construction de murs. Et on va se quitter sur cette question, qui est peut-être la grande question du XXIe siècle. Quel statut pour le réfugié climatique ? C'est un défi pour les juristes, bien sûr, mais c'est avant tout un défi politique et éthique pour nous tous. La manière dont on y répondra, collectivement, ne dira pas seulement qui nous sommes, mais surtout quel monde nous choisissons de construire pour demain.